La néocolonisation réfère à une situation de dépendance réelle d'un État à l'endroit d'un autre, sans pour autant être associée à une dépendance formelle, juridique et politique, celle-là même qui caractérise le colonialisme. La fin du colonialisme dans la foulée des indépendances nationales des années 50 et 60 a entraîné, du moins dans bien des cas, le début de la néocolonisation. Au fait, l'ambition secrète de la néocolonisation transpire. Ne bénir l'indépendance de ces peuples que si elle permet de sauvegarder, sous des formes nouvelles, plus modernes, plus réalistes, moins choquantes, moins voyantes, le postulat de l'ancien esprit de domination et d'exploitation. À titre d'exemple, après un processus accéléré de décolonisation du Congo belge, la Belgique a continué à contrôler à travers la Société Générale de Belgique approximativement 70% de l'économie congolaise. En général, aujourd'hui, les pays africains payent chaque année, en paiement des intérêts sur prêts, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, jusqu'à 5 fois plus qu'ils n'en reçoivent sous forme d'aide au développement, sous forme de prêts, privant souvent de ce fait les habitants de ces pays des nécessités de base. De fait, en matière de néocolonisation, le triste constat est le suivant, c'est l'aider qui aide l'aidant. Le néocolonialisme est savamment pensé et conçu par des idéologues, des universitaires, directeurs d'opinion, etc. Il est mis en place par les politiciens, exporté par l'armée et les services de renseignement, entretenu par les coopérants, les diplomates, les ONG, exploité par les gens d'affaires, justifié et pérennisé par les missionnaires, par le truchement de la religion et de l'école. C'est ce que j'appelle le monstre à 7 têtes de la néocolonisation, c'est-à-dire l'idéologue, le militaire, le politicien, le coopérant, les gens d'affaires, le missionnaire et l'éducateur. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, automne 2021. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. L'émission d'aujourd'hui, au fait, sera la suite de celle de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais prévenu que cette fameuse rencontre d'Ottawa sur Haïti aurait été un dîner de cons. Et aujourd'hui, je vais faire un pas de plus. Je vais vous montrer que cette fameuse conférence d'Ottawa sur Haïti est au fait la conférence de Berlin 2.0. C'est la néocolonisation des pays noirs par les pays occidentaux qui se poursuit. Et je vais vous montrer que les Occidentaux savent tellement que sans les peuples noirs, ils ne sont rien, sans les richesses des peuples noirs, ils ne sont rien. Ils vont jusqu'à contrôler où les dirigeants des pays noirs se rendent et veulent pouvoir leur donner l'autorisation quant à qui ils doivent parler et qui ils doivent rencontrer. Vous me voyez venir. Je vais établir le lien qu'il y a entre la fameuse conférence d'Ottawa de vendredi dernier et l'arrestation illégale d'un ancien sénateur d'Haïti, détenteur d'un passeport diplomatique à Miami. J'ai parlé au sénateur, j'ai la liste des 3 questions qu'on lui a posées. Vous comprendrez comment les pays occidentaux n'ont pas changé de paradigme, ils n'ont pas changé de comportement. Ils savent qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin des richesses
des pays noirs. Alors, ils ne plaisantent pas, ils vont jusqu'à vous interdire de voyager, ils iront jusqu'à vous empêcher de parler à qui vous voulez, ils iront jusqu'à vous empêcher de rencontrer qui vous voulez. Je vais vous dire les vraies affaires aujourd'hui. Vous avez besoin de toute votre attention, vous avez besoin de toute votre tête pour comprendre ce qui va se dire à l'émission d'aujourd'hui. Partagez le live, appelez les autres pour leur dire que l'émission vient de commencer. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons nous dire les vraies affaires. La néocolonisation des peuples noirs par les pays occidentaux se poursuit en version 2.0. Pour quelle raison? Parce que les pays occidentaux savent que sans nos richesses, ils sont pauvres. Rien de moins. À tout à l'heure. En management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bon retour, mesdames, messieurs. Nous vous avions promis avant la pause de nous dire les vraies affaires, de vous aider à comprendre les mécanismes de la néocolonisation. Je vous ai lu ma définition de la néocolonisation. La néocolonisation consiste à rendre les pays anciennement colonisés toujours dépendants des pays colonisateurs. Comment on les rend dépendants des pays colonisateurs? Rien de formel, on contrôle leurs richesses, on leur donne des dirigeants, on contrôle leur agenda, on surveille les dirigeants pour savoir mais qui ils rencontrent, avec qui ils parlent, on les congédie, on les assassine, on décide pour eux. Donc rien de formel, tout reste informel. Ces pays-là peuvent continuer à prétendre qu'ils sont des pays indépendants, comme la plupart des pays africains dans les années 50-60. Haïti, depuis 1804, peut continuer à clamer sur tous les toits que c'est un pays libre. C'est une foutaise que tout cela, c'est une illusion. En réalité, ce sont les pays occidentaux qui contrôlent les pays noirs. Pour quelles raisons? Pour des raisons historiques, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons économiques que je vais vous expliquer, mais essentiellement parce que les pays occidentaux sont riches, parce qu'ils volent les richesses des pays pauvres, des pays noirs, qui sont par le fait même des pays appauvris. Et ils savent que le jour où les populations des pays noirs auront compris cela, c'est pas compliqué, les pays occidentaux ne vaudront rien. Alors, c'est tout ça l'enjeu de la colonisation. Si vous avez lu mon livre « Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice », vous savez ce que c'est que la conférence de Berlin. J'en ai dit un mot la semaine dernière, mais
Revenons donc, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui une fois de plus, à la conférence d'Ottawa sur Haïti qui a eu lieu le vendredi 21 janvier et je vais vous prouver qu'en réalité, c'est la version 2.0 de la conférence de Berlin de 1885. Je vais commencer par vous lire. Prêtez bien attention à la liste des pays et des organisations qui ont été invités qui ont été présents à cette fameuse conférence d'Ottawa sur Haïti. Notez bien les pays et les organisations et après, je vais vous faire remarquer un grand absent à cette rencontre. Quels sont les pays qui étaient invités et qui étaient au fait représentés à cette conférence d'Ottawa sur Haïti? Je vous lis la liste officielle du ministère des Affaires étrangères du Canada, ayant à sa tête la très cultivée, vous voyez mon regard, suivez mon regard, la très cultivée, la très compétente Mélanie Joly et la très sage Mélanie Joly. Au fait, rien de ces attributs n'est vrai, je fais du sarcasme. Je vous lis la liste des invités. L'Allemagne, l'Argentine, le Bahamas, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa Rica, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, bien évidemment, Japon, Mexique, Panama, République dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, l'Union européenne, Bureau intégré des Nations unies en Haïti, Communauté des Caraïbes, les Nations unies, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Organisation des États américains, Organisation internationale de la francophonie, Organisation internationale pour les migrations, Programme des Nations unies pour le développement. Si vous avez bien compté, pas moins de 28 ministres des Affaires étrangères d'État et d'organisations internationales étaient présents à cette rencontre de quelques heures qui a eu lieu par Zoom, qui a eu lieu donc par visioconférence à Ottawa sur Haïti. 28 ministres des Affaires étrangères ou de représentants d'organisations internationales pour un petit pays de 27 000 km²? Posons-nous la question, les amis. Posons-nous la question. Un ministre des Affaires étrangères d'un pays, c'est un ministre qui a un lourd portefeuille, qui n'a pas de temps à perdre, qui doit négocier, n'est-ce pas, au nom de son pays avec toutes sortes de pays étrangers, avec toutes sortes d'organisations internationales, qui doit veiller à la bonne marche, n'est-ce pas, des représentations diplomatiques, entendons les ambassadeurs et les consuls. Et le Canada a réussi à mettre ensemble pas moins de 28 ministres des Affaires étrangères pour un petit pays de 27 000 km². Vraiment. Et vous continuez à croire, en tant qu'Haïtien, vous continuez à vous laisser dire qu'en tant qu'Haïtien et Haïtienne, qu'Haïti n'est pas un pays important? Vous continuez à vous laisser dire, à vous laisser accroire, comme on dit au Québec, que c'est un petit pays pauvre, bon Dieu, à la rescousse duquel tout le monde doit voler, vraiment? Vous pensez que si ce pays-là n'avait pas une importance historique, si ce pays-là n'avait pas une importance géopolitique, si ce pays n'avait pas une importance économique, vous pensez vraiment que si ce pays n'était qu'un petit pays pauvre, avec 27 000 km², sans aucune importance historique, sans aucune importance géopolitique et surtout sans aucune importance économique, vous pensez que 28 ministres des Affaires étrangères se seraient donné rendez-vous pour une rencontre par visioconférence à London? Trêve de naïveté, voyons les choses, n'est-ce pas, telles qu'elles sont. Au fait, si Haïti a toute cette importance-là, c'est pour ce qu'elle représente d'un point de vue historique. Ne l'oublions pas, les amis. Étant donné qu'Haïti est le premier pays noir à
conquérir son indépendance, Haïti est emblématique. Si Haïti réussit, cela veut dire que tous les autres pays noirs peuvent réussir aussi. Tandis que si Haïti échoue, eh bien nos ennemis vont se servir de l'exemple d'Haïti comme d'un épouvantail pour dire aux autres pays noirs qui tenteraient, n'est-ce pas, de jouer la carte de la souveraineté, vous voulez être souverain, vous voulez être indépendant, regardez Haïti. Parce qu'Haïti, parce qu'il a fait en 1804, pour reprendre la formule de l'historien afro-américain Logan, Haïti demeure une menace, Haïti demeure un défi, Haïti demeure une anomalie. Haïti, c'est une menace pour l'ordre établi par les Occidentaux. Comment ce petit pays de 27 000 km², habité par, n'est-ce pas, une population noire, a osé défier les trois plus grandes armées du monde? L'armée française, l'armée anglaise, l'armée espagnole. Et puisqu'ils ne peuvent pas refaire l'histoire, ces pays occidentaux, eh bien, ils vont faire en sorte que ce projet de pays, ce projet d'indépendance, ce projet de souveraineté échoue lamentablement et pour toujours. Voilà le premier enjeu historique. Nous sommes une menace, nous sommes aussi une anomalie. Ce qui est normal, c'est qu'un pays blanc batte un pays de blancs. Ce qui est normal, c'est qu'un pays de blancs vainque un peuple noir, mais pas le contraire. Haïti, justement, a fait ce qui est considéré par les Occidentaux comme quelque chose d'anormal. Des populations noires qui vainquent, n'est-ce pas, des armées de blancs, ça ne se fait pas, c'est une anomalie. On va faire payer au peuple haïtien cette anomalie et pour toujours. Et enfin, Haïti, c'est un défi. C'est un défi. Nous avons osé défier les puissances occidentales. Nous avons osé défier les puissances esclavagistes. Cela, ces puissances occidentales d'hier, ces puissances coloniales d'hier, puissances néocoloniales d'aujourd'hui, elles ne nous le pardonneront jamais. Voilà donc l'importance historique d'Haïti. Cela explique donc pourquoi 28 chefs, n'est-ce pas, de diplomatie au monde, 28 ministres, n'est-ce pas, des affaires étrangères, soit de pays ou d'organisations, se sont donné rendez-vous pour décider en lieu et place des Haïtiens. Mais avant de nous appesantir sur l'importance historique d'Haïti, sur l'importance géopolitique d'Haïti, sur l'importance économique d'Haïti, je voudrais vous faire remarquer l'absence de deux grandes organisations. Si le Canada était sérieux, les amis, précisément parce que Haïti, c'est un pays d'Afrique transplanté en Amérique, le Canada aurait invité l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est quand même une organisation qui réunit plus de 54 pays d'Afrique. Alors vous organisez une rencontre pour aider Haïti, qui est un pays africain en Amérique, et vous invitez l'Allemagne, vous invitez le Royaume-Uni, vous invitez le Japon, mettez-en, et puis vous n'invitez pas l'Union africaine, êtes-vous sérieux? Mais vous notez que le paradigme de Berlin demeure, décider du destin, décider de l'avenir des peuples noirs ou du peuple noir sans les peuples noirs. Mais un autre absent, les amis, la communauté internationale sait que Ariel Henry ne jouit d'aucune légitimité. Ariel Henry, c'est leur premier ministre à eux, ce n'est pas le premier ministre des Haïtiens. Donc si on voulait véritablement une solution selon leur propre formule inclusive, s'ils voulaient, n'est-ce pas, un accord-désaccord, ils se seraient donné la peine d'inviter, en plus d'Ariel Henry, qui, je le répète, ne jouit d'aucune légitimité, il se serait donné la peine d'inviter quelqu'un de la société civile haïtienne, il se serait donné la peine d'inviter quelqu'un, je ne sais pas moi, de l'opposition haïtienne, il se serait donné la peine d'inviter quelqu'un de la diaspora haïtienne. Non, c'est leur rencontre à eux. C'est la version 2.0 de la conférence de Berlin. Donc, on ne veut pas d'organisation africaine.
on ne veut pas de représentants haïtiens qui ont une certaine légitimité, puisque Haïti, dans leur tête à eux, dans la tête du Canada, dans la tête des États-Unis, dans la tête, n'est-ce pas, de la France, Haïti, c'est une néocolonie des États-Unis. Donc, vous avez vu ceux qui étaient présents, vous avez vu la liste des invités. Nous avons vu, n'est-ce pas, le grand absent, l'Union africaine. Nous avons vu un autre grand absent, un représentant de l'opposition d'Haïti, un représentant de la société civile haïtienne, un représentant de la diaspora haïtienne. Maintenant, revenons à notre question initiale. Si Haïti était vraiment un pays qui n'a aucune importance d'un point de vue historique, si Haïti était vraiment un pays qui n'a aucune importance d'un point de vue géopolitique, si Haïti était un pays qui n'a aucune importance d'un point de vue économique, pourquoi tant d'États ont dépêché leurs chefs de diplomatie? Pourquoi tant d'organisations internationales ont dépêché, n'est-ce pas, leurs représentants à cette rencontre qui avait pour but de voler à la rescousse d'Haïti? Ça, c'est le discours officiel. C'est ce qu'ils nous font croire. Au fait, cette rencontre n'avait pas pour but de voler à la rescousse d'Haïti. Cette rencontre a pour but de voler les ressources d'Haïti. Et là, je vais donc aborder un deuxième point avec vous, l'importance géopolitique d'Haïti. Au fait, tout l'enjeu de l'importance d'Haïti se résume justement à sa géopolitique, à son positionnement dans la mer des Caraïbes. Nous le savons, Haïti est situé dans la mer des Caraïbes. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que Haïti est situé justement au cœur de ce qu'on appelle le canal du vent. Le canal du vent, les amis, c'est le passage le plus direct vers le canal de Panama en partant des États-Unis. Et par le canal de Panama, on a accès aux deux plus grands océans du monde, c'est-à-dire l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Au fait, le passage du vent non seulement donne accès au canal de Panama, mais le canal du vent donne accès aussi, n'est-ce pas, à l'océan Atlantique. Alors, regardons la chose du point de vue américain. Les Américains ont besoin de faire commerce avec les pays de l'Europe. Les États-Unis ont besoin de faire commerce avec les pays de l'Asie. Mais pour ce faire, le chemin le plus direct, la route maritime la plus directe vers le canal de Panama, lequel canal donne accès à la fois à l'océan Pacifique et à l'océan Atlantique, pour pouvoir accéder à l'océan Atlantique, écoutez-moi bien, la route maritime la plus directe, c'est le canal du vent, et Haïti est situé au cœur du canal du vent. Donc les États-Unis, d'un point de vue géopolitique, ont besoin d'Haïti. Les États-Unis, d'un point de vue politique, ont besoin de toujours contrôler la route maritime du canal du vent, car c'est la route la plus directe à partir de la côte est américaine vers l'océan Atlantique. C'est la route la plus directe vers le canal de Panama et du canal de Panama vers l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Vous savez, en géopolitique, il y a un dicton. Je voudrais vous le redire aujourd'hui, si vous le saviez déjà, ou vous l'apprendre si vous ne le saviez pas. Celui qui contrôle les mers contrôle le monde. Si pendant longtemps, l'Empire britannique, n'est-ce pas, si pendant longtemps, le Royaume-Uni a contrôlé le monde, mais c'était parce que l'Empire britannique, c'était, si vous voulez, le roi des mers. L'Angleterre, c'était la reine des mers. Quand on contrôle les mers, on contrôle le monde. Les États-Unis, pour rester une puissance économique, doivent garder le contrôle des mers, doivent garder le contrôle des routes maritimes qui donnent accès aux deux plus grands océans du monde, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Or, il arrive qu'un petit pays de 27 km² se trouve justement au cœur du canal du vent. Et le canal du vent, c'est la route maritime la plus directe vers l'océan Atlantique et vers le canal de Panama qui lui donne accès aux deux plus grands océans du monde. Pour vous aider à comprendre l'importance du canal du vent pour les États-Unis, eh bien,
Le canal du vent, route maritime par laquelle les États-Unis accèdent au canal de Panama, c'est 14 000 navires par année, les amis. C'est 203 millions de tonnes de livraison par année. Ça veut dire tout le gros commerce américain, tout ce que les États-Unis exportent vers l'Europe, tout ce que les États-Unis exportent, n'est-ce pas, vers l'Asie, à partir de la côte Est, passe par le canal du vent. Or, Haïti est au cœur de cela. Donc, ce pays-là est trop bien situé pour qu'on le laisse contrôler par des nègres. Nous devons nous assurer d'avoir le contrôle de ce pays-là pour que nous continuions à faire commerce avec les pays de l'Europe, avec les pays de l'Asie. Voilà donc un enjeu géographique qui va déterminer l'enjeu géopolitique. Haïti est situé à un endroit idéal du point de vue des routes maritimes. Et malheureusement, les dirigeants qui se sont succédés depuis Christophe n'ont rien compris par rapport à cela. Nous n'avons même pas une marine, nous n'avons même pas de navires, nous n'avons aucun commerce, n'est-ce pas, avec des pays de l'Europe qui transitent par nos mers, nous n'avons aucun commerce avec les pays de l'Asie qui transitent par nos mers, alors que nous sommes au cœur du canal du vent. Les États-Unis ne nous laisseront que difficilement contrôler nos mers, parce que aussi longtemps qu'ils contrôlent Haïti, ils contrôlent le canal du vent et ils passent dans le canal du vent sans payer aucun droit de passage. Christophe, bien longtemps avant nos dirigeants les plus idiots que les autres, avait compris l'importance des mers. Voilà pourquoi, sous Christophe, n'est-ce pas, nous avions une marine marchande. Sous Christophe, n'est-ce pas, nous avions le contrôle de nos routes maritimes parce que, ne l'oublions pas en géopolitique, celui qui contrôle les mers, celui qui contrôle les océans, contrôle le monde. Maintenant, il y a l'importance aussi économique. Les amis, si vous prenez le temps de fouiller, si vous prenez le temps de lire, vous savez qu'au moment où on se parle et que Haïti semble être un pays impraticable, au moment où l'on se parle, où Haïti semble être un pays livré à des gangs, telle partie du pays, n'est-ce pas, est inaccessible, telle autre partie est considérée comme une zone de non-droit, eh bien, les compagnies du frère d'Hillary Clinton continuent d'exploiter nos ressources minières comme si de rien n'était. Il n'y a pas d'arrêt dans leur prospection, il n'y a pas d'arrêt dans l'exploitation de nos ressources à nous, dans l'exploitation de nos mines d'or. Donc, les gangs qui contrôlent, n'est-ce pas, certains territoires et qui empêchent la population haïtienne d'accéder à d'autres parties, ça c'est pour les Haïtiens. Mais les compagnies américaines et les compagnies canadiennes, car c'est les deux, continuent d'exploiter nos ressources minières, en particulier, n'est-ce pas, nos mines d'or. Donc, lorsqu'on nous fait croire que nous sommes un pays pauvre et qu'on vole à la rescousse d'Haïti, non, il faut enlever le mot rescousse. On crée la situation d'insécurité, on crée la situation d'instabilité pour continuer à voler, non pas à notre rescousse, pour continuer à voler nos ressources. Donc vous comprenez maintenant pourquoi 28 ministres des Affaires étrangères sont venus à cette rencontre, en tout cas ont participé à cette rencontre virtuelle du Canada sur Haïti, parce que Haïti a une importance historique. Il ne faut pas qu'Haïti réussisse, car si Haïti devait réussir, tous les autres pays africains, n'est-ce pas, reprendraient l'exemple d'Haïti. Qu'est-ce qu'il adviendrait de la France aujourd'hui si les pays africains géraient leurs propres ressources? Il ne faut pas qu'Haïti contrôle son destin, car si Haïti contrôle son destin, Haïti va contrôler sa mer, Haïti va contrôler, n'est-ce pas, son océan, Haïti va contrôler le passage du vent. Qu'est-ce que vous ferez alors des 14 000 navires américains qui partent, n'est-ce pas, de la côte est américaine vers le canal de Panama et par le canal de Panama aux deux plus grands océans du monde? J'aime à vous dire qu'Haïti est un pays béni des dieux de par son positionnement.
C'est un pays béni des dieux de par son paysage. C'est un pays béni des dieux de par son histoire. C'est un pays béni des dieux de par ses ressources. Mais malheureusement, la communauté internationale, par des tactiques de néocolonisation, ne nous laisse pas la chance de nous développer parce que la communauté internationale, c'est ce que nous représentons d'un point de vue historique. La communauté internationale, c'est ce que nous représentons d'un point de vue géopolitique. La communauté internationale, c'est ce que nous représentons d'un point de vue économique. On ne nous laissera pas nous gérer nous-mêmes. Ces pays-là vont tout faire pour créer de l'instabilité de manière à ce que nous perdions le contrôle de notre destin. Ça, c'est à moins que nous, les Haïtiens, nous ne changions les choses. Cela est possible. Mais continuons d'analyser ce que j'appelle le paradigme de la néocolonisation. J'ai reçu mercredi dernier mon ami, le grand historien, mais le flamboyant patriote Jean-Claude Martineau, à qui nous avons posé la question, mais que veulent les Américains pour Haïti? Sa réponse était brève, cynique et vraie. Les Américains font d'Haïti une nouvelle colonie. Jusqu'en 1804, nous étions une colonie française. Nous avons conquis notre indépendance en 1804 et pendant une vingtaine d'années, nous avons géré le pays de manière souveraine, mais rapidement, la France est redevenue maître, n'est-ce pas, de ce pays par la rançon de 150 millions de francs que nous avons fini de payer seulement au XXe siècle. Et lorsque les États-Unis sont arrivés en 1914, donc un an avant leur rentrée officielle en 1915, ils ont dit que depuis 1914, Haïti doit être une colonie américaine. Et je vais vous prouver la véracité de cela. Nous sommes une colonie. Qu'est-ce qu'une colonie? Une colonie, c'est un territoire qui ne se gère pas. Une colonie, c'est un territoire qui ne contrôle pas son destin. Une colonie, au fait, c'est un territoire qui sert à enrichir une métropole et dont toutes les décisions sont prises par la métropole dans l'intérêt de la métropole aux dépens de ce territoire. Et c'est ce que nous voyons. D'un point de vue politique, Haïti est une colonie américaine parce que nos dirigeants sont placés là par les Américains. Nos élections sont décidées et les résultats sont promulgués par les Américains. Donc, d'un point de vue politique, nous sommes une colonie américaine. Regardez, jusqu'au Premier ministre qu'ils maintiennent sans la légitimité des Haïtiens, ils s'en foutent. C'est eux qui décident du moment où nous devons avoir des élections ou du moment où il n'est pas possible d'avoir des élections. Donc, d'un point de vue politique, Haïti est une colonie américaine. Et le pire, les amis, c'est que les dirigeants haïtiens eux-mêmes, la classe politique haïtienne vit avec ça. Je me rappelle encore avec colère l'exemple d'un René Préval qui, après le tremblement de terre de 2010, a consulté la communauté internationale pour savoir s'il était opportun d'avoir des élections. Haïti est à ce point une colonie américaine que même lorsqu'un conseil électoral provisoire veut procéder à un deuxième tour, eh bien, ce sont les États-Unis qui disent non, ça ne vaut pas la peine d'avoir un second tour. Haïti est une colonie américaine en ce que, même pour faire commerce, nous sommes obligés d'importer les saloperies qui viennent des États-Unis. À commencer par le riz des Américains, au fait que nous appelons improprement riz de Miami, mais que notre ami sociologue, n'est-ce pas Frédéric Boiron, a rappelé que le riz qui est importé au fait en Haïti, qui est vendu en Haïti, c'est pas le riz de Miami, c'est le riz d'Arkansas, l'État dont Bill Clinton est originaire et dont il fut le gouverneur. Donc nous importons d'un point de vue économique à peu près tout
des États-Unis ou de la République dominicaine qui elle-même importe aussi n'est-ce pas, des États-Unis. Donc nous sommes une colonie américaine d'un point de vue économique. Et d'un point de vue géopolitique, et c'est ce qui est dangereux, nous sommes à ce point une colonie américaine que nos chefs d'État ne peuvent même pas choisir par eux-mêmes quel ambassadeur ils vont accréditer à Port-au-Prince. Ils ne peuvent même pas choisir par eux-mêmes quel chef d'État ils vont visiter ou de quel pays ils doivent se rapprocher dans l'intérêt des Haïtiens. S'ils osent s'approcher d'un chef d'État ou d'un pays que les États-Unis n'approuvent pas, ils sont soit renversés, soit assassinés. Allez écouter mon émission que j'ai présentée le jour même où nous avons appris la nouvelle de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je vous avais dit qu'un tel assassinat ne se serait pas produit, un tel assassinat n'aurait pas été perpétré s'il n'avait la bénédiction des Américains. Et je vous ai suggéré, personne ne l'a démenti depuis, que Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il a osé recevoir les lettres de créance d'un ambassadeur de la Fédération russe. Il a été assassiné parce qu'il a osé effectuer un voyage en Turquie où il a rencontré des autorités de la Russie et à qui il a même demandé de s'occuper de sa sécurité. Moins de 2 semaines après, il a été assassiné. Ça, c'est les raisons géopolitiques. Jovenel Moïse a été assassiné aussi parce qu'il a osé ébranler la doctrine de Monroe qui veut que l'Amérique, avec tous les pays en Amérique, soit sous le contrôle des États-Unis. Et quand un pays comme Haïti a voulu défier cette doctrine Monroe, ils l'ont tout simplement assassiné. Et cette politique de néocolonisation a trouvé une autre illustration cette semaine, les amis, dans l'arrestation illégale d'un ancien sénateur d'Haïti, candidat à la présidence, détenteur d'un passeport diplomatique, de l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles, à qui j'ai parlé. Quand vous faites une analyse géopolitique, il ne faut jamais détacher certains événements qu'on présenterait comme, si vous voulez, des faits divers. Non, en géopolitique, il n'y a pas de faits divers. Tout est lié car le colon, le néocolonisateur, lui, il a son agenda. Et il ne permettra que personne de la néocolonie remette en question son agenda. Car quel est l'agenda du néocolonisateur? Comme ce fut le cas de l'agenda du colonisateur d'hier, contrôler les ressources de la colonie, contrôler les va-et-vient qui se font dans la colonie, savoir qui fait quoi dans la colonie, veiller à ce que personne ne devienne trop populaire, qui ne soit sous le contrôle, n'est-ce pas, du colon. Et puisqu'Haïti est considéré par les États-Unis comme une néocolonie, eh bien, il faut contrôler les allées et sorties, il faut contrôler les allées et venues, il faut contrôler, n'est-ce pas, la politique, le commerce de ce pays, et tout cela qui aspire à devenir chef de ce pays, il faut leur donner le là. Et donc, ce qui s'est passé avec le sénateur Moïse Jean-Charles cette semaine revêt une grande importance dans la géopolitique et du coup, cela révèle les faiblesses des États-Unis que nous devons exploiter si nous devons recouvrer notre souveraineté. Voilà pourquoi vous devez prêter attention à ce que je vais vous dire. En réalité, mon analyse de ce qui est arrivé à Moïse Jean-Charles n'est pas du tout un soutien à sa candidature. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais je suis là pour vous aider à comprendre que l'arrestation illégale du sénateur Moïse Jean-Charles constitue une illustration géopolitique du fait que pour les États-Unis, pour les Américains, pour le département d'État, Haïti est une néocolonie des États-Unis. Nouveau. Bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison.
toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Alors, que s'est-il passé? Alors, il y a donc un ancien sénateur, Moïse Jean-Charles, qui est candidat à la présidence et qui, aux dernières élections, a fini 3e et qui jouit d'une certaine popularité dans une certaine région d'Haïti, dans le nord d'Haïti, qui fait parler de lui et dont les États-Unis connaissent l'importance. Les États-Unis connaissent à ce point son importance qu'ils tentent de le manipuler. Je vous avais parlé de lui. Figurez-vous que sur plus d'une centaine de candidats à la présidence, les États-Unis ont demandé à la police haïtienne d'affecter à Moïse Jean-Charles et à lui seul près de 6 policiers en permanence pour assurer sa sécurité. Je vous en avais parlé, vous vous souvenez, j'ai dit, mais écoutez, les États-Unis sont en train de manipuler Moïse Jean-Charles parce qu'ils se rendent compte qu'il est populaire. Ils sont en train de lui faire croire qu'il est véritablement présidentiable pour, n'est-ce pas, le détruire en temps et lieu. Je vous l'avais dit, les amis. Vous notez qu'à chaque fois que nous vous livrons une analyse ici, eh bien, quelques semaines après, l'analyse s'avère, elle se vérifie. Je vous avais dit aussi que quand il fallait demander à Claude Joseph, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, de laisser la place à Ariel Henry, eh bien on a consulté Moïse Jean-Charles. C'est même Moïse Jean-Charles qui a suggéré à l'ambassade américaine de destituer le conseil électoral provisoire qui était encore en place, car il a dit, si vous voulez que je collabore au processus électoral, il faut un nouveau gouvernement, il faut un nouveau Premier ministre, il faut un nouveau CEP. Et dans le gouvernement actuel, Moïse Jean-Charles a même placé ses hommes. Donc Moïse Jean-Charles a eu l'impression qu'il était en odeur de sainteté avec les autorités américaines. Mais ce que Moïse Jean-Charles ne savait pas, c'est que les Américains le surveillaient. Et quand il semble déborder, quand il semble sortir du cadre imposé par le néocolon, dans le cadre de la néocolonisation, on va l'humilier, on va le faire sentir et lui rappeler qu'il est un nègre et rien qu'un nègre et qu'il faut qu'il continue d'obéir au maître, autrement on va le détruire. Qu'est-ce que Moïse Jean-Charles a fait? Et par ce que Moïse Jean-Charles a fait, les États-Unis révèlent leurs 2 grandes faiblesses que nous devons exploiter à nos intérêts à la fin de l'émission. Moïse Jean-Charles a d'abord choisi de se rendre sur le continent mère, l'Afrique. Oh là là! C'est le plus grand, c'est le continent le plus riche. Mais un continent dont les richesses ne profitent pas à sa population, dont les richesses profitent, n'est-ce pas, aux pays tuteurs, la France, les États-Unis, n'est-ce pas, le Royaume-Uni, et étant donné le rôle d'aîné d'Haïti, s'il y a une tentative de rapprochement entre Haïti et l'Afrique, je vous le dis, les pays occidentaux vont trembler. D'ailleurs, quand les pays d'Afrique se mettent ensemble, l'Occident tremble. Voilà pourquoi, quand il y a une association de pays africains, les Occidentaux vont tout faire. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni vont tout faire pour les dresser, ces dirigeants-là, les uns contre les autres. Mais si Haïti cherchait à se rapprocher de l'Afrique, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement le Royaume-Uni, mais ce sont les États-Unis qui vont trembler car il ne faut pas que ces pays-là soient ensemble. Il faut continuer à agir, n'est-ce pas, en solo, comme ça nous contrôlerons chacun pour sa part, n'est-ce pas, les richesses de ces pays-là. Moïse Jean-Charles a osé se rendre sur le continent africain, il s'est rendu au Nigeria et, à en juger par les reportages que nous avons lus,
Ce fut un voyage extraordinaire où le candidat Moïse Jean-Charles a rencontré des membres du Parlement nigérien, il a rencontré des gens d'affaires là-bas et il a commis l'erreur et à l'aller, il n'était pas obligé, et au retour de transiter par les États-Unis. Soyons clairs, j'ai parlé au sénateur Moïse Jean-Charles. Il me confirme avoir pris ses 2 doses de vaccin. Il me confirme avoir son test Covid. Donc, la question, ce n'est pas une question sanitaire, d'autant qu'il était en transit aux États-Unis. Il ne serait même pas obligé, n'est-ce pas, de prouver tout cela. Il a pris ses 2 doses de vaccin à Cuba, m'a-t-il dit, ce qui choque, n'est-ce pas, l'oncle Sam. Il a son test, n'est-ce pas, Covid, et après son voyage extraordinaire en Afrique, où il a tenté d'établir des alliances avec des parlementaires actuels, leur disant que s'il était devenu président, eh bien, il continuerait la coopération, il était en transit à Miami, détenteur d'un passeport diplomatique, ça c'est important les amis, et vous allez voir comment les États-Unis d'Amérique n'accordent aucune importance aux normes internationales. Les États-Unis d'Amérique n'accordent aucune importance au droit international. Les États-Unis n'accordent aucune importance à leur formule creuse pays ami, tandis que Moïse Jean-Charles est en ligne pour passer à la douane, détenteur, dis-je donc, d'un passeport diplomatique. 4 agents de douane sont venus le cueillir. Waouh! Très bien. En entrant aux États-Unis, comme en entrant dans tout pays sérieux, eh bien, on répond à un certain nombre de questions d'usage, n'est-ce pas, des douaniers. Mais là, il ne s'agissait pas de questions d'usage. On est venu cueillir l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles. On l'a amené dans une salle à part, les amis, et on l'a cuisiné pendant plus de 12 heures. Plus de 12 heures, et on lui a posé 3 questions. Encore une fois, je vous rappelle, j'ai parlé au sénateur Moïse Jean-Charles. On a eu un long entretien en préparation de cette émission. Je devais faire mon travail de chercheur. Première question pour Moïse Jean-Charles, et ça va vous révéler la peur des Américains, ça va vous révéler les vulnérabilités des Américains que nous devons exploiter si nous voulons recouvrer notre souveraineté. Première question, en novembre 2021, vous êtes allé au Venezuela, vous avez supervisé des élections au Venezuela en tant qu'observateur. Pourquoi vous êtes allé là? Pourquoi on vous a choisi, vous? Qu'est-ce que vous avez dit, n'est-ce pas, au président Maduro? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parmi ces 4 douaniers qui sont au fait des agents des services de renseignement des Américains, il y avait un Haïtien et au dire du sénateur Moïse Jean-Charles, il était, n'est-ce pas, le plus arrogant, le plus incisif, le plus agressif des 4. Dites-nous ce que le président Maduro vous a dit, dites-nous ce que vous lui avez dit, pourquoi on vous a choisi, vous? Et le sénateur Moïse Jean-Charles de répondre, vous-même les Américains, vous envoyez votre ancien président Jimmy Carter superviser toutes sortes d'élections un peu partout. Est-ce qu'on le questionne sur pourquoi on le choisit lui? Je n'ai pas moi à répondre à cette question-là. Et là, les amis, les 4 douaniers, je vous lis le verbatim de ma conversation avec le sénateur Moïse Jean-Charles. Les 4 douaniers y sont allés d'une menace à peine voilée. Vous savez, les Américains ont ceci pour habitude. Quand on questionne quelqu'un, quand on interroge quelqu'un, s'il collabore, on est prêt à commuer sa peine. Ah bon? Moïse Jean-Charles aurait commis un crime parce qu'il s'est rendu au Venezuela en 2021 pour superviser les élections. Ils lui ont dit: si vous collaborez, nous sommes prêts à commuer, n'est-ce pas, votre peine, si jamais vous étiez reconnu coupable devant la justice. Mais si vous ne collaborez pas, voici les 4 sanctions qui vous attendent. Écoutez bien. 1. On va annuler votre visa. 2. Vous ne pourrez pas venir aux États-Unis pendant plus de 5 ans. Et vous notez, entre-temps, ils savent ce qu'ils font, ils sont cruels, ces gens-là. La famille de Moïse Jean-Charles, sa femme et ses enfants vivent aux États-Unis. Ils lui ont dit, si vous ne collaborez pas,
si vous ne nous dites pas ce que Maduro vous a dit et ce que vous avez dit à Maduro, on va couper votre visa. Vous ne pourrez pas venir aux États-Unis pendant, n'est-ce pas, 5 ans. Et la troisième menace, enfin, c'est que vous serez... Alors, la troisième, vous serez emprisonné. Et la quatrième sanction, on va vous déporter après votre emprisonnement. Et en l'espace de 12 à 14 heures, Moïse Jean-Charles a connu ces 4 sanctions. Si vous ne nous dites pas ce que Maduro vous a dit, et si vous ne nous dites pas pourquoi on vous a choisi, vous, pour superviser ces élections, et ce que vous avez dit à Maduro, on va supprimer votre visa, on va vous interdire, n'est-ce pas, l'entrée aux États-Unis pendant 5 ans, on va vous emprisonner et on va vous déporter vers Haïti. Là, les amis, il s'agit d'un ancien sénateur d'un pays ami, détenteur d'un passeport diplomatique. Je me suis assuré de cela. L'ex-sénateur Moïse Jean-Charles détient un visa américain sur un passeport ordinaire, mais il est aussi détenteur d'un passeport diplomatique qu'il leur a remis. Il a voyagé avec les 2 passeports, juste pour leur dire, écoutez, je détiens le passeport diplomatique d'un pays ami. Eh bien, le droit international prévoit comment on doit se comporter avec quelqu'un qui n'est pas pris en flagrant délit de crime, qui est détenteur d'un passeport diplomatique d'un pays ami. Mais les autorités américaines n'ont rien à foutre du détenteur d'un passeport diplomatique d'un pays de nègres. Ce qui compte pour eux, pour elles, ces autorités-là, c'est de cuisiner ce petit nègre qui a osé défier la doctrine Monroe en se rendant au Venezuela et en osant dire aux auto-américaines, nous n'allons pas, je ne vais pas vous révéler ce que j'ai dit au président Maduro et ce que le président Maduro m'a dit. Toute cette interrogation a duré environ 3 à 4 heures. Et là, entre-temps, ils l'ont déplacé. La première partie de l'interrogatoire a eu lieu, n'est-ce pas, dans un certain bureau de l'aéroport, mais là, ils l'ont descendu ailleurs et ils l'ont amené, n'est-ce pas, dans une salle froide pour le faire chanter, pour le faire déchanter. Et la deuxième question, qui avez-vous rencontré au Nigeria? Donnez-nous les noms. Et là, le sénateur Moïse Jean-Charles a dit, écoutez, je ne me souviens pas de tous les noms, mais en fait, j'ai le droit. Non. Alors là, les 4 douaniers, les amis, à la grande surprise de Moïse Jean-Charles, a sorti la liste de toutes les personnes qu'il a rencontrées, les noms des sénateurs, les noms des parlementaires, ce qui prouve que Moïse Jean-Charles a été suivi, qu'il a été surveillé, que Moïse Jean-Charles a fait l'objet d'une filature. Alors dites-moi les amis, si la politique d'Haïti ne représentait pas un grand enjeu pour les Américains, vous pensez que les Américains auraient affecté des agents de surveillance à un ancien sénateur, à quelqu'un qui était maire 3 fois plutôt qu'une d'une petite ville dans le nord d'Haïti? Ils lui ont sorti la liste de tous ceux qu'il a rencontrés, la liste de ceux qui lui ont parlé et lui ont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Pourquoi vous avez été invités en Afrique? Et ça, les amis, c'est un autre bloc de 4 heures. Oh là là! Vous pensez qu'Haïti, c'est un petit pays pauvre, qu'on aide seulement, et que la politique de ce pays-là ne concerne pas... Il y a quelqu'un qui m'avait écrit... Lorsque j'ai dit que le sous-développement d'Haïti, le retard économique d'Haïti s'explique en partie et en grande partie par la communauté internationale, quelqu'un a osé m'écrire pour dire, écoutez, Haïti ne représente plus aucun enjeu pour la communauté internationale, tout ce qu'on fait, c'est aider. Alors là, je suis le Père Noël, moi. Vous ne m'ajoutez pas un petit McDonald's avec ça? On affecte, n'est-ce pas, des agents de la sécurité, des agents de la communauté, n'est-ce pas, de renseignement des Américains auprès de Moïse Jean-Charles. On lui sort la liste de tout ce qu'il a rencontré, de tous ceux qui lui ont parlé. Et la troisième question, les amis,
Moïse Jean-Charles avait organisé, du moins son parti avait organisé dans le nord d'Haïti, au trou du Nord, une organisation, enfin avait organisé une rencontre politique qui a eu un certain succès. Je pense que c'était le 2 janvier ou le 3 janvier, 2 janvier à l'occasion, n'est-ce pas, de la fête des aïeux. Dans le trou du Nord, les amis, le patelin de Jovenel Moïse. Trou du Nord, une petite ville d'où mon père est originaire. Et là, les 4 services, enfin les 4 agents des services secrets des États-Unis ont sorti pour Moïse Jean-Charles les photos de cette rencontre, de cette réunion populaire qui a eu lieu, n'est-ce pas, au Trou du Nord le 2 ou 3 janvier. Ils lui ont montré plein de photos et ils lui ont dit, dites-nous qui finance ces rencontres-là pour organiser de si gros meetings, pour attirer tant de gens dans une petite ville comme le Trou du Nord. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Dites-nous qui vous finance. Et là, les 4 agents de douane sortent les photos de ces rencontres-là, de ce meeting-là que le parti de Moïse Jean-Charles, n'est-ce pas, parti Petite Dessalines a organisé, et on lui a dit, dites-nous qui est-ce qui vous finance, d'où vient votre argent, est-ce que ça vient de Maduro, est-ce que ça vient, n'est-ce pas, des hommes d'affaires de l'Afrique, etc. Et là, le sénateur Moïse Jean-Charles leur a dit, c'est organisé par mon parti et je n'ai pas à vous dire comment mon parti s'organise. Au fait, ça ne demande pas beaucoup d'argent tant que cela. Les gens soutiennent le meeting. Je reprends le verbatim de Moïse Jean-Charles. Alors, ils l'ont amené devant une cellule, les amis. Ils lui ont dit, puisque vous refusez de collaborer en nous révélant ce que Maduro vous a dit et ce que vous avez dit à Maduro, puisque vous refusez de collaborer en nous disant ce que ces sénateurs africains vous ont promis et ce que vous leur avez promis, puisque vous refusez de nous dire qui finance, n'est-ce pas, vos meetings dans le Nord et qui vous rendent populaires, alors vous serez incarcérés. Le sénateur Moïse Jean-Charles pensait que c'était une blague. Il leur a dit, mais est-ce que c'est une blague? Je suis détenteur d'un passeport diplomatique. Ils lui ont dit, non, ce n'est pas une blague. Et vous savez, à ce mot-là, ils l'ont poussé de force dans une cellule et ils l'ont enfermé toute la nuit là. Il était dans une cellule, sur une chaise, avec appui dos, appui tête, etc. On a emprisonné, on a incarcéré, l'instant de quelques heures, un ancien sénateur d'un pays ami, détenteur d'un passeport diplomatique d'un pays ami au mépris des règles du droit international. Tout ceci parce qu'il a osé se rendre au Venezuela l'année dernière pour superviser des élections à l'invitation de Maduro, parce qu'il a osé se rendre en Afrique pour rencontrer des parlementaires au Nigeria, et parce qu'il organise des meetings politiques dans l'espérance de devenir président d'Haïti. Et là, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France nous disent qu'ils veulent la démocratie. Ah bon? Ils veulent un état de droit. Il me semble qu'un état de droit permet justement la libre circulation des biens et des gens. C'est ce que vous racontez dans vos universités. Dans toutes les chartes de ces états de droit, mon œil, dans toutes les constitutions de ces états de droit, on veut favoriser la libre circulation des gens et des biens. Et là, vous avez un ancien sénateur qui détient un visa américain, porteur d'un passeport diplomatique, qui se rend au Venezuela, qui se rend en Afrique, vous l'arrêtez, vous le menacez, parce qu'il ose faire dans ce pays que vous considérez comme une colonie ce qu'il ne doit pas faire à votre point de vue. Eh bien, vous savez quoi? Je vous emmerde. Par cette arrestation illégale, vous avez montré vos faiblesses. Et là, à partir de maintenant, je vais vous révéler 2 grandes faiblesses des États-Unis en ce qui concerne Haïti. Et si nous les exploitons avec des gens qui connaissent la politique, si nous les exploitons habilement par des gens qui comprennent la géopolitique, comme Toussaint Louverture autrefois, qui manipulait l'Espagne contre la France contre l'Espagne,
L'Angleterre contre la France contre l'Angleterre, les États-Unis contre l'Angleterre et l'Angleterre contre les États-Unis. Si on est dirigé par des politiciens habiles qui comprennent la géopolitique, je vais vous identifier les deux grandes faiblesses des États-Unis en ce qui a trait à Haïti pour recouvrer notre souveraineté. Nous devons refuser le statut de néocolonie que les États-Unis nous imposent et faire dans notre pays ce que tout pays souverain fait. On s'arrête ici et je vous reviens après. La première faiblesse des États-Unis en ce qui a trait à Haïti, les États-Unis ont peur de tout chef d'État haïtien qui veut se rapprocher d'un bloc autre que le bloc capitaliste. Retenez bien cela, les amis. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Moïse Jean-Charles se rend, n'est-ce pas, se rend au Venezuela. Mais là, il le prenait peut-être pour quelqu'un qui voulait attirer l'attention. Et là, ils y sont allés, si vous voulez, avec des mécanismes de flatterie. Ils ont flatté l'ego de Moïse Jean-Charles en lui flanquant 5 policiers pour sa sécurité, qui sont peut-être des agents doubles, n'est-ce pas? Ils se sont arrangés pour décerner à Moïse Jean-Charles un doctorat honorifique dans une université américaine. Et Moïse Jean-Charles sentait il pensait qu'il était le bienvenu aux États-Unis et je l'avais mis en garde. De même, je vous l'avais dit, n'est-ce pas, sur cette émission, on est en train de lui faire croire qu'il est présidentiable, mais on va l'abattre à la dernière minute parce qu'il n'est pas l'homme des Américains. Pourquoi n'est-il pas l'homme des Américains? Parce que Moïse Jean-Charles a osé dire qu'Haïti doit parler avec tout le monde. De même qu'Haïti doit parler avec les États-Unis, Haïti doit parler avec la France, mais Haïti doit aussi parler avec des pays de l'autre bloc. Et là, n'est-ce pas, Moïse Jean-Charles s'approche un peu trop de Maduro et il pense que l'étape prochaine sera que Moïse Jean-Charles parle à des autorités russes, que Moïse Jean-Charles parle, n'est-ce pas, aux autorités chinoises, ce qu'on appelle le bloc de Shanghai. Et avant que Moïse Jean-Charles, n'est-ce pas, ne fasse ce pas-là, ils y sont allés de menaces terribles. On va vous arrêter. C'est la menace la plus sérieuse. Supprimer un visa, on s'en fout. Hein. Et là, c'est important de démystifier cette affaire de visa. Vous savez que c'est Edmond Muller qui, dans la foulée des élections conduisant à l'imposition du très exécrable Michel Martelly, qui a demandé à la communauté internationale de jouer sur la peur de ne pas avoir un visa américain. Et ils ont dit, écoutez, les politiciens haïtiens, les hommes d'affaires haïtiens aiment à ce point se rendre aux États-Unis que si vous supprimez leur visa, pour éviter la suppression de leur visa, ils sont prêts à vous livrer leur mère, sinon leur fille, sur un lit d'argent. Et depuis ce temps, vraiment, ils jouent avec cette affaire de suppression de visa. Ça ne remonte pas avant 2010. C'est Edmond Muller lui-même qui a dit « C'est moi qui ai suggéré aux diplomates accrédités à Port-au-Prince, coupez-leur le visa et ils seront prêts à tout. » Et en effet, dans le cas de René Préval, ça a marché. Dès que l'ambassadeur américain a menacé la femme de René Préval, la très célèbre, pas toujours pour de bonnes raisons, Elisabeth, n'est-ce pas, Desbrosses de la Tour Préval, qu'on allait supprimer son visa et supprimer les visas de ses enfants qui étudiaient aux États-Unis, qu'on allait, n'est-ce pas, saisir sa maison qu'elle avait achetée au comptant à Miami. Elle a fait pression sur René Préval pour que ce dernier place Michel Martelly sur, n'est-ce pas, la liste des 2 candidats du second tour. Donc cette menace de suppression de visa marche jusqu'à un certain point. Mais démystifions cette affaire de visa, les amis. Quand vous allez aux États-Unis, c'est vous qui rapportez aux Américains. Les Américains ne vous rapportent rien. Quand vous avez un visa américain, pour vous rendre aux États-Unis, vous achetez un billet d'avion, vous injectez de l'argent neuf dans leur économie. Quand vous arrivez à Miami, vous achetez 2 ou 3 saloperies dans un Walmart là-bas, mais vous injectez de l'argent dans leur économie.
Si vous allez à New York, mais que vous achetiez, n'est-ce pas, quelques chinoiseries dans un Bobby's là-bas, n'est-ce pas, vous injectez de l'argent dans leur économie. Donc, en ayant ce foutu visa, vous rendez plus service aux États-Unis que les États-Unis ne vous rendent service. Il y en a un qui avait compris cela et à qui je veux rendre hommage. C'est l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, ce gonaïvien, ce fier gonaïvien, à qui le Canada avait osé supprimer le visa sous prétexte que ça allait le faire chanter. Il est resté droit dans ses bottes. Et lorsque par la suite, sous le gouvernement de Stephen Harper, on a voulu lui redonner le visa, un petit peu en catimini, il dit non, moi j'ai pas besoin de votre visa, j'ai besoin que vous me présentiez des excuses. Et le Canada s'est excusé. Votre visa, on n'en a rien à foutre. On est devenu à ce point des sous-hommes. Nous, les gens de la classe politique haïtienne, enfin, je n'en fais pas partie, les gens de la classe politique haïtienne, les gens de la classe d'affaires haïtienne sont devenus à ce point des sous-hommes que dès qu'on les menace qu'on va supprimer leur visa, ils pissent dans leurs pantalons. Mais apprenez-le, à moins que vous n'ayez un compte bancaire aux États-Unis, mais si on vous coupe le visa, à moins que vous n'y alliez pour des raisons médicales, quand on vous coupe le visa, les États-Unis se coupent une entrée d'argent. Parce que avec votre visa, vous achetez un billet d'avion, avec votre visa, vous allez à l'hôtel et vous consommez si vous passez 2 semaines à Miami. Ne vous laissez plus manipuler par les États-Unis par sa menace de suppression de visa. Eh bien, leur visa, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais ils ont fait ça par méchanceté, par pure méchanceté. Ils savent que la famille de Moïse Jean-Charles vit aux États-Unis. Sa femme est très malade. Hein? Sa femme est souffrante, elle vit aux États-Unis. Les enfants de Moïse Jean-Charles vivent aux États-Unis. Vous continuez à considérer Haïti comme un pays ami. Voilà un candidat à qui vous avez tenté de faire croire qu'il est présidentiable et qui détient un passeport diplomatique. Vous coupez son visa, l'empêchant ainsi d'aller visiter sa femme et ses enfants. Et vous vous targuez de prendre des mesures humaines, mon œil. Et voyez-vous, cette tactique cruelle, cette tactique inhumaine de la communauté internationale ne remonte pas au 21e siècle, les amis. Quand Toussaint Louverture voulait l'autonomie de Saint-Domingue, Napoléon Bonaparte a retenu ses 2 fils qui avaient obtenu une bourse d'études. Il les a retenus comme moyen de chantage, comme moyen de change. Et lorsque la commission Leclerc est arrivée à Saint-Domingue, ils se sont servis de ces 2 enfants de Toussaint Louverture comme bouclier humain pour le ramollir. Cette tactique qui consiste à empêcher un chef d'État d'un pays de nègres d'avoir, n'est-ce pas, des relations avec leur famille, ne remonte pas encore une fois au 21e siècle. Ils ont fait ça à Henri Christophe. Henri Christophe avait un fils qui étudiait justement en France. Et lorsqu'Haïti a conquis son indépendance, ils ont fait pression sur Christophe pour que Christophe renonce à l'idée d'indépendance. Et ils ont dit à Christophe, si vous ne nous cédez pas cela, nous allons garder votre fils là-bas en prison. Et vous savez quoi? Ils l'ont tué de faim. Ils l'ont privé d'eau et de nourriture. Ils l'ont tué de famine. Sauf que Henri Christophe, plutôt que de céder à leur chantage, il leur a dit « Ma femme est jeune, je suis jeune, nous en aurons d'autres enfants. » La première vulnérabilité des États-Unis. Les États-Unis ont peur de chefs d'État qui se rapprochent d'autres pays. Eh bien, vous savez, c'est ce que nous devons faire. Un chef d'État qui se respecte doit se rapprocher de la Russie. Un chef d'État qui se respecte doit se rapprocher de la Chine. Nous en avons assez d'être manipulés. Nous en avons assez d'être le théâtre de politiques d'instabilité des États-Unis. Pour régler cela, nous devons nous tourner vers d'autres puissances. Je vous suggère la Chine, la Russie. Les États-Unis ont peur de cela. Et Jovenel Moïse a été assassiné, entre autres, pour cela.
La deuxième peur des États-Unis, et c'est aussi la peur de toute la communauté internationale, c'est de voir Haïti se rapprocher des pays africains. Oh là là! Je vous ai dit que les pays occidentaux ne seraient rien sans les richesses africaines. Les États-Unis ont besoin, n'est-ce pas, de nous. Ils ont besoin de notre canal du vent pour accéder au canal de Panama et par le canal de Panama à l'océan Atlantique et à l'océan du Pacifique. Si Haïti devait se rapprocher des pays africains, si ces pays de Noirs devraient se mettre ensemble pour contrôler leur destin, pour contrôler leurs richesses, le monde tremblerait. Voilà pourquoi, dès l'instant où Moïse Jean-Charles a osé rencontrer des parlementaires d'un pays africain, ils disent on va arrêter ça là. En créole, nous pourrons le couper ça sec. Pour envoyer le message à tout autre politicien que nous sommes sérieux. Haïti ne vous appartient pas. Haïti est une colonie américaine et comme au bon vieux temps de la colonie, nous allons vous dire avec qui vous devez faire commerce. Nous allons vous dire qui vous devez rencontrer. Et nous allons même vous dire quand et où vous devez voyager, comme au temps de la colonie. Vous savez, au temps de la colonie française, eh bien, à un moment donné, on a interdit aux mulâtres d'effectuer des voyages en France. Eh bien, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui veulent interdire à certains politiciens d'aller rencontrer des politiciens africains. Et je les emmerde. Ce sont donc les deux faiblesses des États-Unis. Nous empêcher de nous rapprocher des pays de notre bloc. Ici, il s'agit de Venezuela, mais Moïse Jean-Charles, sa prochaine étape allait être de rencontrer des représentants de la Russie, des représentants de la Chine, donc des représentants du bloc de Shanghai. Les États-Unis sont prêts à assassiner du monde pour ça. Comme ils ont assassiné, n'est-ce pas, Jovenel Moïse. Et ils ne veulent pas qu'Haïti se rapproche du continent mère, du continent africain, car le jour où tous les peuples noirs se mettront ensemble, l'occidental ne vaudra rien. Et vous savez, puisque les États-Unis ont révélé leur faiblesse, c'est là-dessus que nous devons taper. Ils ne pourront pas nous assassiner tous. Et pauvre Moïse Jean-Charles, hein? Tandis qu'il était dans cette cellule-là, ces mêmes 4 tortionnaires, car ce sont des tortionnaires, ils l'ont poussé de force dans une cellule, ils lui ont entré un machin dans la gorge, et pauvre sénateur Jean-Charles, il ne sait pas ce qu'on lui a mis dans la gorge. Ah, les États-Unis d'Amérique, chers amis, sont capables de tout, hein, y compris d'empoisonner du monde. C'est plusieurs centaines de tentatives d'assassinat que Castro a subies. Donc quand les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, jouent la Vierge offensée parce qu'on nous fait croire que Vladimir Poutine empoisonne, n'est-ce pas, des opposants, il faut leur rappeler leur propre histoire, ce que leur président Donald Trump n'a pas manqué de leur rappeler. Les États-Unis d'Amérique assassinent, empoisonnent ceux qui s'opposent à leur plan de géopolitique. Je ne le souhaite nullement au sénateur Moïse Jean-Charles, mais ils ont peut-être foutu un lampoison. Je ne le souhaite pas du tout au sénateur Moïse Jean-Charles, mais ils auraient pu, n'est-ce pas, l'assassiner, faire passer ça comme un accident, etc. Et puis ce sont ces mêmes États-Unis d'Amérique qui se prennent pour l'apôtre de la démocratie, qui se prennent pour l'apôtre, n'est-ce pas, de la circulation des vies et des biens. Allez raconter ça à des enfants, mais pas à nous aujourd'hui. Nous sommes devenus des adultes. Et nous comprenons vos faiblesses, peuple américain. Nous comprenons vos faiblesses, État américain. Vous avez peur qu'on s'approche d'un autre bloc. Vous avez peur que tous les peuples noirs se mettent ensemble. C'est ce que nous devons faire. Mais pour le faire, les amis, nous ne pourrons pas le faire avec des politiciens, des guignols comme Ariel Henry. Pour le faire, nous ne pourrons pas le faire avec des politiciens que les États-Unis placent à la tête de notre pays. Pour le faire, nous n'allons pas le faire en collaborant avec le Canada ou d'autres foutus pays qui se sont rencontrés vendredi dernier pour décider de notre avenir. Nous devons nous donner des politiciens qui répondent à ce triptyque, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Des politiciens patriotes
qui disent aux Américains, les regardant dans les yeux, votre visa, vous pouvez le mettre là où je pense. Parce que quand je me rends chez vous, c'est moi qui contribue à votre économie. Ce n'est pas nous qui soudons bœuf là, c'est bœuf là qui soudons nous. Les États-Unis ont besoin du canal du vent pour faire commerce. Et c'est nous qui sommes dans ce canal du vent. Ils ont besoin d'avoir accès à l'océan Atlantique. Le canal du vent, c'est la voie maritime la plus directe vers l'océan Atlantique. C'est eux qui soudent nous, c'est pas nous qui soudons. Donc leur foutu visa américain, ce n'est plus une menace pour nous. Nous devons rencontrer qui l'on veut. Nous devons avoir des politiciens qui s'assoient avec Vladimir Poutine. Nous devons avoir des politiciens qui négocient avec la Chine. Et je félicite certains pays africains. Quand vous entendez l'occidental condamner quelque chose qui se fait en Afrique, sachez que c'est une bonne chose. Je félicite ces militaires qui ont renversé ce président, n'est-ce pas, au Burkina Faso, qui ne pouvait même pas assurer la sécurité de sa population. Bravo aux militaires qui ont rempli leur rôle d'institution d'arbitrage. Je félicite le peuple malien d'avoir défié l'Occident. Et vous savez, ce guignol qui est là, cette marionnette qui est là, en la personne d'Ariel Henry, que nous n'ayons pas une force d'arbitrage armée pour le renverser, le remplacer par une équipe de patriotes, par une équipe compétente, par une équipe intègre, qui pendant une période de transition d'au moins 5 ans va jeter les 14 chantiers fondamentaux d'Haïti. Haïti n'est pas une néocolonie des États-Unis, c'est un pays libre. Nos ancêtres, Toussaint Louverture, Tante Toya, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et les autres, qu'après la mort, ne sont pas morts pour que nous soyons devenus une néocolonie des Américains. Ils font tout pour nous empêcher de réussir parce qu'ils ont peur, les amis. Ils ont peur. Vous évoquez le nom de la Russie. Aux autorités américaines, elles pissent dans leurs pantalons. Vous évoquez le nom de la Chine et là, elles tremblent. Nous devons nous rapprocher de la Chine. Nous devons nous rapprocher des Russes. Faire en sorte que la Russie et la Chine soient au cœur de l'Amérique par Haïti. Que nous tirions nos épingles du jeu grâce à notre géopolitique. Et vous notez encore une fois le fait que nous n'avons pas d'État. Écoutez bien, et c'est là-dessus que je vais terminer. Vous avez un ancien sénateur de la République, détenteur d'un passeport diplomatique qui a été humilié, arrêté illégalement. Il n'y a aucune note de contestation de la chancellerie haïtienne auprès de l'ambassadeur d'Haïti accrédité à Port-au-Prince. Aucune note de contestation. Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui émet en théorie les passeports diplomatiques. Un détenteur d'un passeport diplomatique haïtien est humilié, arrêté illégalement par les Américains. Aucune note de contestation, bande de flatteurs. Nous avons un ambassadeur d'Haïti accrédité à Washington. Il sait que quelqu'un qui détient un passeport diplomatique haïtien a été arrêté illégalement. Aucune note de contestation. Il reste quoi? Un tiers du Sénat, mis à part Patrice Dumont, 9 dealers de drogue. Pourquoi diable n'émettent-ils pas une note de contestation contre ce comportement illégal du point de vue du droit international des Américains? C'est quand même un ancien confrère. Moïse Jean-Charles, c'est un ancien sénateur de la République. Ce qu'ils font aujourd'hui à Moïse Jean-Charles, ils pourraient vous le faire à vous, bande de crétins. Aucune note de contestation. Vous avez peur de perdre votre visa aussi. Et cette peur de visa, cette peur de perdre votre visa, vous amènera peut-être à vendre votre âme au diable. Et le diable ici, ce sont les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas de pays, les amis. Nous n'avons pas d'État. Ces sénateurs, si vous excluez le sénateur Patrice Dumont, c'est un groupe de dealers de drogue, au dire même de l'ambassade américaine. Nous n'avons pas de ministre des Affaires étrangères, nous n'avons pas d'ambassadeur d'Haïti à Washington, tous des crétins. Qui, plutôt que de défendre leurs frères, ferment leur gueule, ferment les yeux, ferment les oreilles,
de crainte de perdre leur visa. Ah, les amis, vous voyez à quel point notre pays est réduit à l'insignifiance. Ce pays est réduit à l'insignifiance par ses dirigeants que les États-Unis placent chez nous. Ce pays est réduit à l'insignifiance par l'instabilité que la communauté internationale, en particulier les États-Unis, crée chez nous. Voilà pourquoi il nous faut un dernier sursaut de patriotisme, renverser ces apatrides que les États-Unis imposent chez nous par tous les moyens possibles, comme dirait Malcolm X, et défier les États-Unis en tapant sur leurs deux peurs. La peur qu'Haïti se rapproche d'un autre bloc, la peur qu'Haïti se mette avec d'autres peuples noirs pour rééditer 1804. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Si vous voulez comprendre ces enjeux géopolitiques dont Haïti est au cœur, si vous voulez comprendre justement l'histoire des peuples noirs et l'histoire du paradigme de Berlin, lisez mes livres, en particulier mes deux derniers, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, et Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si on recommençait? Merci, au revoir, à la semaine prochaine.